Chapitre 10. Pourquoi faut-il distinguer vrai bien et faux bien? La règle morale habituelle qu'on entend partout est de ne pas faire aux autres ce qu'on ne voudrait pas qu'on nous fasse. Par rapport aux autres, tout le monde est d'accord pour ne pas massacrer ou voler son voisin. C'est bien, mais c'est insuffisant. Indépendamment des autres, il y a une exigence morale personnelle. Par exemple, par rapport à soi, tout le monde est d'accord pour ne pas se droguer, ne pas rouler à 200 km à l'heure, même si l'autoroute est déserte, ne pas manger des tonnes de chocolat en permanence. Pourtant, certains se droguent, roulent à 200 km à l'heure, massacrent et volent. Pourquoi? Est-ce que le drogué recherche la destruction accélérée de son corps? Est-ce que celui qui roule à 200 km à l'heure souhaite finir sa vie dans un fauteuil roulant? Est-ce que celui qui massacre ou vole désire vivre en prison pendant de nombreuses années? Non, le drogué recherche un plaisir. Le chauffard recherche des sensations grisantes. Le tueur souhaite se débarrasser de quelqu'un de gênant. Le voleur convoite l'argent. Il faut donc comprendre que l'être humain cherche toujours un bien. C'est dans sa nature. Même le sadique cherche un bien en faisant le mal, car il y trouve du plaisir. Cela montre que l'homme est fait pour le bien. Quand l'homme commet le mal, il se trompe de bien. Il prend un faux bien pour un vrai bien. Il faut dire au drogué qui affirme que la drogue lui fait du bien, qu'elle est agréable, qu'il en a besoin: tu te trompes, la drogue te fait du mal, il ne faut plus que tu en sois dépendant, et le sevrage, pourtant douloureux, t'amènera vers plus de bonheur. L'homme a-t-il un mode d'emploi? L'homme cherche toujours un bien, même quand il fait le mal. Ainsi, on peut affirmer que la volonté est déterminée au bien. Le bien est le but qui s'impose à l'homme. De même que le tire-bouchon est fait pour tirer les bouchons. Que la voiture est faite pour rouler. L'homme est fait pour le bien. La finalité de l'homme est déterminée par sa nature. L'homme, en revanche, a le choix sur la direction de vie qu'il veut prendre. On peut faire ou ne pas faire. On peut faire telle chose ou telle autre chose. C'est là qu'il importe de bien connaître le mode d'emploi de l'homme. Si on utilise une voiture pour tirer les bouchons et un tire-bouchon pour rouler, il va y avoir un problème. L'homme possède certaines caractéristiques que tous les êtres humains partagent. On appelle cela la nature humaine. Il a un corps, une âme, des facultés d'intelligence et de volonté. Il est sociable, rationnel. Si on fait des choix qui ne respectent pas la nature humaine, au lieu de s'épanouir, l'homme, en quelque sorte, contrarie sa nature. Si l'homme vit conformément à sa nature humaine, il s'épanouit. Il développe les potentialités qu'il a en lui-même, il marche vers la perfection. Prenons un exemple. Un paresseux qui vit au crochet des autres, qui ne se responsabilise pas, qui est un parasite de la société, ne porte pas à la perfection sa nature d'homme, ne remplit pas son rôle. L'homme est fait pour être responsable. C'est ainsi qu'il va s'épanouir. Pourquoi faut-il former sa conscience? L'importance de l'intelligence est capitale. Elle discerne la vérité morale. Mais pour faire le bien, encore faut-il en avoir conscience. La conscience est le fait de porter un jugement moral sur son acte. Il faut donc que l'intelligence soit éclairée pour que l'homme réussisse sa vie morale et soit heureux. Car il faut savoir distinguer entre les vrais biens et les faux biens, appelés aussi le mal. En effet, le mal semble apporter quelque chose de positif. Si j'ai bien mangé et qu'en plus j'avale une tablette de chocolat, je cherche une satisfaction gustative. Cela semble un bien, mais c'est un faux bien. C'est mal, car les conséquences de cet acte seront l'obésité, la crise de foie. La paresse semble un bien à court terme, mais ses conséquences rendent vite la vie infernale. Il importe donc que la conscience de l'homme soit formée, afin qu'il sache discerner le bien à faire et le mal à éviter. Ce travail de formation est primordial dans l'éducation d'un enfant, et il se poursuit toute la vie. Quel est le rôle de la volonté? Nous venons de considérer le rôle de l'intelligence dans le choix des biens. Il y a aussi dans l'âme humaine une autre faculté, la volonté, qui va jouer un grand rôle dans la vie morale. Reprenons nos exemples. La personne gourmande pourra dire: je sais que c'est mal, je ne me trompe pas, et je connais le vrai bien, mais je ne peux pas m'en empêcher.
Le drogué pourra dire «Je sais que c'est mal, mais je ne peux pas arrêter». Dans ces exemples, le problème n'est pas un problème d'intelligence, mais un problème de volonté. La personne n'a pas la force de lutter. Plus l'habitude est prise, plus il est difficile de s'en sortir. Mais c'est toujours possible. Par exemple, l'association Les Alcooliques Anonymes, qui regroupe d'anciens alcooliques, prouve qu'il est possible de sortir de l'alcoolisme. Cependant, le mieux est de ne jamais commencer à faire le mal. Il faut aussi comprendre que faire le mal est souvent plus simple en apparence que faire le bien. Le mal semble apporter tout de suite une satisfaction, alors que le bien a des conséquences plus lointaines. Un écolier qui choisit de ne pas faire ses devoirs verra immédiatement le fruit du faux bien choisi. Il a une belle soirée de jeu devant lui. Les conséquences et les problèmes arriveront plus tard. Pour le bien, tout est inversé. Si l'écolier choisit de travailler, il aura une soirée pénible. Les bénéfices arriveront un peu plus tard. Les premiers avantages seront la satisfaction d'avoir bien avancé à la fin de la soirée et la bonne note du lendemain. Les avantages plus lointains seront le passage dans la classe supérieure à la fin de l'année, le choix d'un métier qui plaît. Cet exemple montre que chaque acte a des conséquences proches et lointaines. Faire le bien peut sembler plus difficile que faire le mal, et on a du mal à croire que pour accéder au bonheur, il faille accepter de faire des efforts. Le sevrage du drogué est douloureux, le travail du paresseux est douloureux. Pourtant, il faut que le drogué se sèvre, que le paresseux travaille. C'est comme cela que ça se passe. Un schéma vous aidera à le comprendre. Donc là, il y a une espèce de flèche qui monte vers le haut, puis une flèche qui descend vers le bas. Donc, pour la flèche qui monte, il y a écrit ascension vers le bien, chaque pas compte et rapproche du bien. Montée plus difficile que la descente. Mais chaque pas donne aussi la joie de contempler un bonheur mérité. Et pour la flèche qui descend, descente vers le mal, chaque pas compte et rapproche du mal. Descente plus facile que la montée. Mais chaque pas donne aussi le dégoût. On est en train de gâcher sa vie. À tout moment, il est toujours possible de changer. Quand la volonté comprend qu'elle s'est trompée de bien, on peut faire demi-tour sur la pente et repartir vers le haut. Augustin, par exemple, a volé, menti, séduit. Il s'est converti. Étymologiquement, se convertir veut dire se retourner. Et est devenu Saint Augustin. Il a raconté sa conversion dans un livre, Les Confessions, paru au IVe siècle. La morale ne restreint-elle pas la liberté ? La morale est souvent perçue comme un ensemble de règlements, de codes à suivre, ou de barrières qui empêchent de faire ce qu'on veut, de découvrir d'autres horizons. La morale ne restreint-elle pas notre liberté ? Ne vaudrait-il pas mieux s'abstenir de toute morale, afin de rester libre, de croire et de faire ce qu'on veut ? Nous avons compris que nous ne pouvons pas faire tout ce que nous voulons, même si cela ne nuit pas aux autres. La paresse, la gourmandise, le mensonge, l'orgueil, la cupidité, même si cela ne nuit pas aux autres, ces choses ne nous feront pas trouver le bonheur. Il faut donc agir en fonction de ce que nous sommes, en fonction de notre nature humaine. Quoi qu'il fasse, l'homme conserve toujours le libre arbitre, appelé aussi liberté psychologique. C'est la possibilité de choisir entre le bien et le mal, de changer d'avis. Même si l'on s'engage dans un parti politique, une religion, une philosophie, on peut toujours en changer. Même l'éducation reçue peut être remise en cause et nombreux sont ceux qui ne pensent pas comme leurs parents. Refuser de choisir de s'engager n'est pas préserver sa liberté, mais refuser de s'en servir. La grandeur de l'homme, c'est de poser des actes libres, qui l'amènent vers le bien, qui est sa finalité. Si on ne pose pas d'actes, on n'est pas plus libre pour autant. Si l'homme n'utilise pas la liberté qu'on lui donne, elle ne sert à rien. Par exemple, si je dis à un jeune « tu es libre de choisir ton métier », et que le jeune répond « je ne veux pas faire de métier, mais je veux rester à la maison », alors cette liberté de choix du métier ne sert à rien et n'apporte rien au jeune. De toute façon, en décidant de ne pas choisir un métier, le jeune fait un choix, celui de ne pas choisir. L'homme s'engage donc forcément, et choisir de ne pas choisir est un choix. Il y a deux choix possibles. Premièrement, on peut choisir un faux bien. On s'oriente alors vers un bien qui ne correspond pas à notre nature, que ce soit par erreur de jugement, problème d'intelligence,
ou par faiblesse de caractère, manque de volonté. L'utilisation mauvaise de la liberté nous conduit à devenir esclaves de nos défauts. Ce processus d'accoutumance au mal s'appelle le vice. La liberté devient de plus en plus réduite pour les alcooliques, drogués, menteurs permanents, kleptomanes, etc. Pour excuser sa mauvaise conduite, l'être humain va chercher des justifications afin de tenter de mettre sa conscience en paix. Mais il n'apaise pas sa conscience, il l'étiole en la trompant. Dès lors, l'habitude du mal trouble l'intelligence qui ne voit plus clair. Elle ne voit plus où se trouve le vrai bonheur. L'habitude du mal affaiblit la volonté et perturbe l'intelligence. Cela se voit dans les camps de concentration. Les tortionnaires s'habituent à infliger les pires tortures, et à force ne voient plus où est le mal. S'habituer au mal dans sa volonté et son intelligence, c'est vouloir devenir un monstre. Deuxièmement, on peut utiliser la liberté laissée à l'homme pour choisir le bien, c'est-à-dire ce qui correspond à notre nature en toute vérité. Nous devenons généreux, travailleurs, humbles, bref, un modèle d'homme. Nous sommes heureux. La liberté devient de plus en plus grande. Nous jugeons les choses avec plus de justesse. Nous sommes davantage responsables. Nous correspondons à ce pourquoi nous sommes faits. Nous pouvons maintenant compléter notre schéma. Donc là, on voit deux flèches, une qui monte et qui descend. Au sommet, c'est le bonheur qui se conquiert. Donc pour la flèche qui monte, il y a écrit habitude du bien égale vertu, intelligence droite, volonté forte, choix de la vérité, des vrais biens, bonheur, liberté qui grandit. La flèche qui descend, habitude du mal égale vice, intelligence faussée, volonté faible, choix de l'erreur, des faux biens, malheur, liberté qui diminue, esclavage des péchés. Pour moi, celle qui est la plus intéressante, c'est l'intelligence faussée. C'est-à-dire que quand on est dans le vice, plus on va dans le vice, et plus on a du mal à voir qu'on fait le mal. Et c'est pour ça qu'il y a plein de gens autour de nous, que ce soit nos proches ou pas, qui ont des habitudes vicieuses et qui ne s'en rendent même pas compte. Et ça, il y a des passages, notamment Saint Paul en parle beaucoup dans ses épîtres. En conclusion, la liberté n'est pas un bien en soi, cela dépend de l'usage qu'on en fait. Dans la vie, n'est-il pas utile de faire des expériences ? Il faut comprendre la différence entre les expériences scientifiques et les expériences morales. En science, il faut renouveler de nombreuses fois les expériences afin de comparer les résultats et de vérifier si on arrive toujours à la même conclusion. Cela permet de dégager des lois scientifiques. En chimie, par exemple, il suffit de se procurer des produits et l'on peut recommencer la réaction chimique un grand nombre de fois. L'expérience est le mode normal de la connaissance scientifique. Mais dans la vie, ce n'est pas pareil, car l'objet de l'expérience est une personne humaine, qui n'est plus la même après l'expérience. Si on renouvelle l'expérience, la personne sera à chaque fois différente, car la personne, sur le plan psychologique, après une première expérience, n'est plus la même qu'avant. On ne peut donc jamais reproduire l'expérience dans les mêmes conditions. De plus, l'expérience peut détruire moralement ou physiquement une personne. En matière de drogue, il ne faut pas faire d'essai, par exemple. En matière de sexualité, par exemple, beaucoup de jeunes disent qu'il est important de faire des expériences avant de s'engager définitivement dans le mariage. Mais peut-on faire l'expérience du vrai amour, donc de la fidélité, en changeant de partenaire ? N'est-ce pas contradictoire ? Les garçons, ne pensant qu'au seul plaisir physique, profiteront des filles pour s'amuser. Il faudra se protéger lors des rapports, se protéger entre guillemets. Ce mot habituellement utilisé souligne la notion d'agression, puisqu'il faut se protéger. Les filles seront tenues d'absorber régulièrement des hormones pour prévenir une grossesse. Parfois, une IVG sera pratiquée, un avortement. Il est clair qu'après toutes ces expériences marquantes et traumatisantes, il est plus difficile de concevoir une relation stable dans la fidélité. Beaucoup de mauvaises habitudes auront été prises. Ça, c'est un exemple typique quand les gens sont tellement dans le vice, et je parle d'expérience,
on voit pas du tout, on voit plus que c'est mal. Même si au fond de notre âme, on sait que c'est mal, parce que le bon Dieu a mis en nous la loi naturelle, on sait que c'est mal, mais on le voit plus, parce qu'on est tellement dans le vice, on voit plus que c'est mal, on pense que c'est une bonne chose, et on est aveuglé en fait. Et c'est vraiment terrible, parce que c'est moins pire quand c'est la volonté qui est faible. Vous voyez un drogué qui sait qu'il fait le mal, mais qui n'arrive pas à y arriver, au moins il sait qu'il fait le mal. Du coup, il a plus de chances de s'en sortir qu'un drogué qui se rend pas compte qu'il est drogué. Et ça, c'est tellement vrai pour la sexualité. Des gens sont addicts à ça, ils s'en rendent même pas compte. Ils sont esclaves. Et en plus, c'est un vice, c'est mal, et ils le savent même pas. Donc je reprends. Lorsqu'au collège et au lycée on a déjà connu plusieurs partenaires, il n'y a pas de raison pour que cela cesse, comme par enchantement après le mariage, puisque les expériences marquent. Il faut donc éviter les mauvaises expériences. Fumer, se droguer, boire, coucher, par exemple. Il faut avoir assez d'intelligence pour être dégoûté sans avoir goûté. Autrement dit, il faut dire non au mal avant qu'il fasse mal. Exemple, ne pas mettre les doigts dans la prise. On n'a pas besoin de mettre les doigts dans la prise pour savoir qu'il ne faut pas le faire. En ce qui concerne le mariage, il va de soi qu'il faut bien connaître son futur conjoint avant de s'engager. Les amoureux apprendront à se connaître par de multiples conversations profondes sur les questions importantes de la vie. Choix de la profession, éducation des enfants, accord sur la morale conjugale, contraception et avortement, valeurs, etc. L'amour, en effet, est avant toute chose l'unité de vue de deux personnes qui partagent un même idéal. Là-dessus viennent se greffer une complémentarité de caractère et une attirance mutuelle, intellectuelle et physique. Introduire la sexualité et la vie conjugale avant le mariage va brouiller les pistes. La sensualité faussera tous les rapports humains, et il sera très difficile de mesurer les réelles motivations du partenaire. Ainsi, faire des expériences avant le mariage rend plus difficile la connaissance de l'autre. D'ailleurs, il n'y a jamais eu autant de divorces depuis que les jeunes multiplient les expériences. Ça, c'est un fait indéniable. Sous l'excuse de vouloir connaître son partenaire, les expériences ne sont en fait qu'une tentation liée au péché de la chair. Celui-ci fragilise la personne, et le péché répété s'appelle le vice. Les expériences sexuelles précoces sont donc une préparation idéale pour rater son mariage. La relation sexuelle n'est pas la base de l'amour. Elle en est une expression, une conséquence. Et oui. En conclusion, il n'est donc pas moral de faire des expériences pour savoir distinguer le bien du mal. Quelles que soient les conséquences, faire l'expérience du mal est un mal. Ce n'est pas après avoir commis un acte qu'on se demande s'il est bon ou mauvais, mais c'est avant de commettre un acte qu'on se demande s'il est bon ou mauvais, afin de décider si cela vaut la peine de le commettre ou non. C'est à cela que sert l'intelligence de l'homme. En revanche, il est sûr que si on a malheureusement fait l'expérience du mal, cela peut nous servir de leçon à l'avenir.